l'église de Saint-Philippe-du-Roule, c'est le premier édifice néoclassique de Paris. C'est-à-dire qu'il y a un grand courant à la fin du XVIIIe siècle et dans cette architecture, on a vraiment la référence au temple romain, au temple antique, avec sa façade de temple à colonnes et avec cette grande nef avec sa voûte à caisson qui rappelle les voûtes à caisson en pierre, hein, mais sauf que là ils sont en bois. À ce titre-là, c'est un édifice qui est vraiment emblématique de l'histoire de l'architecture et notamment de l'histoire de l'architecture à Paris. Nous sommes ici sur le chantier de restauration des parties hautes de l'église Saint-Philippe-du-Roule. L'état des couvertures de cet édifice était vraiment très dégradé. Il pleuvait dans l'édifice, vous pouvez le voir encore aujourd'hui avec des éléments de toiture qui sont complètement dégradés et qui n'ont pas encore été déposés. Ce qui a conduit la ville de Paris à la pose d'un parapluie de manière assez rapide en 2012 pour protéger l'édifice, le temps que les études plus poussées puissent être réalisées d'une part et d'autre part que les budgets nécessaires à l'opération soient dégagés. Quand on a une toiture qui fuit, c'est le début de la fin d'un édifice. Hein. Un édifice, pour le conserver, il faut quand même assurer le hors d'eau, hors d'air, comme on dit. Donc la restauration de la toiture, elle s'impose comme une forme d'évidence. Ce chantier met en œuvre les compétences de 8 corps d'État différents. Ce chantier a débuté à l'été 2018 et devrait se terminer fin 2021 ou tout début 2022. Donc c'est un chantier d'un peu plus de 3 ans et demi pour un budget global de 8 millions d'euros tout compris, donc travaux et frais de maîtrise d'œuvre. À l'issue du diagnostic, des découvertes inattendues ont été faites, à savoir que la charpente était beaucoup plus abîmée qu'une première étape pouvait le laisser voir, avec des infestations d'insectes dans les bois qui avaient descendu la charpente ainsi que la voûte bois du bâtiment. Et donc le périmètre de l'opération a dû être étendu. L'opération concerne donc les couvertures, la charpente en dessous et la voûte bois, indissociablement liée à la charpente bois. C'est un projet qui peut se dégager d'autres chantiers par la multiplicité des corps d'État qui interviennent sur ce chantier. Les 4 principaux corps d'État, en tout cas, ont des travaux, je dirais, presque d'égale ampleur sur ce chantier qui est très complet. Nous réalisons des travaux de pierre en accompagnement des travaux de toiture, charpente, couverture et notre intervention se situe surtout sur les murs d'acrotère, donc du haut des murs d'acrotère jusqu'en dessous des corniches. Nous passons avec l'architecte pour déterminer quelles pierres nécessitent un changement. Des pierres qui présentent une importante fissure qui permet à l'eau de s'infiltrer ou des pierres dont on sent qu'elles sont arrivées à bout d'usage. Elles ont perdu leur propriété mécanique qui assure la pérennité du bâtiment. Donc nous choisissons de changer ces pierres-là, le principe étant d'en conserver au maximum. Une fois les blocs posés, on peut choisir de les poser bruts et de les retailler directement en place. C'est le parti pris qu'on a pris sur les corniches. Et l'idée ensuite, c'est de retailler à l'identique. Donc à partir de là, nous faisons ce que nous appelons des épannelages.
C'est-à-dire qu'on va s'approcher de la forme au plus près. On enlève vraiment tout l'excédent de pierre. Après, on va commencer à tailler pour avoir vraiment la forme la plus parfaite possible avec différents outils, ce qu'on appelle une gradine qui permet d'enlever pas mal de pierre d'un seul coup, mais qui laisse une finition très éclatée. Et on finira au ciseau plat pour avoir vraiment une finition propre qu'on appelle layée. Lors de la dépose des anciennes couvertures, tous les anciens pans de bois étaient vraiment extrêmement abîmés. Donc on a dû casser tout l'ancien remplissage. Les charpentiers ont changé tous les bois abîmés et remis tous les pans de bois en état. Et donc maintenant qu'ils ont réalisé leurs travaux, nous remaçonnons tous les pans de bois en moellon calcaire et à la chaux. Ici on est sur un dôme, c'est de l'ardoise en écaille. Donc sur un dôme, il y a tout un tracé à faire. Donc on trace chaque ardoise est tracée auparavant. Donc nous on reçoit de l'ardoise de cette forme-là. Donc on va faire un gabarit en fonction de la largeur d'ardoise qu'on a besoin. Il y a 58 ardoises par rang et chaque rang est différent, donc chaque rang nécessite un gabarit. Donc on va perdre de la matière entre le premier rang et le dernier rang. On taille l'ardoise en arrondi, en écaille. Déjà d'une, c'est esthétique, mais aussi, en fait, ça évite que les ardoises baillent. Quand on dit on baille, c'est le jour qu'on va avoir en dessous, en fait. Donc c'est pour ça qu'on les taille en arrondi. En fait, ça se confond plus dans l'ouvrage. Donc la fixation, elle se fait à 2 clous. Donc ça, en monument historique, dès qu'on fait de l'ardoise au clou, c'est 2 clous par ardoise. On a fait un chaînon en plomb, c'est ce qui permet de recueillir les eaux pluviales. Pour travailler le plomb, on amène le rouleau de plomb, on déroule le plomb. À ce moment-là, il y a une prise de cote, après on trace, on le préfaçonne comme on peut, après on le met sur la foncture et après on le travaille, on le tape jusqu'à temps de lui faire prendre sa forme qu'il doit avoir. Donc on utilise du plomb parce que c'est presque éternel. On les relie par soudure autogène, avec un métal d'apport, c'est le plomb. Lors de la première phase du chantier, la verrière de la chapelle de la Vierge a été déposée, puis restaurée en atelier et remise en place. Cette verrière a une grande importance dans la litanie de la Vierge, avec tous les éléments qui correspondent à une prière qui était très symbolique et connue au XIXe siècle. Cette rose donc, est une verrière traditionnelle, composée quand même de 77 panneaux. Qui utilise une technique vitrail classique, c'est-à-dire verre et plomb. On avait des problèmes mécaniques de structure, c'est-à-dire au niveau de la métallerie, une oxydation avancée, et aussi on avait des problèmes mécaniques au niveau de la résille de plomb, à proprement parler uniquement sur le vitrail, et de nombreuses casses, bien sûr, sur l'ensemble de cette rose. L'état sanitaire de la verrière était, disons, typique du 19e, donc on avait eu quelques interventions déjà de restauration qui polluaient la lecture originelle. Donc nous, notre cahier des charges était de retrouver la lecture d'origine pour garder une valeur historique à la verrière et ne pas la dénaturer avec des interventions du 21e siècle. Et ensuite, chaque vitrail est sécurisé par ce qu'on appelle 2 vergettes, qui évitent l'affaissement sur l'intérieur du vitrail. Et les vergettes sont maintenues sur le vitrail à proprement parler par bague. Donc on a respecté la configuration d'origine. Donc la latte, c'est une attache plomb qui fait bague sur un rond en fer de 10 mm qui traverse l'ensemble de la structure métallique. Et ce rond ensuite est coupé. On a un point soudure à l'étain qui positionne et qui ferme ce cercle sur le fer rond. Alors pour la repose de tous ces éléments, donc c'est une dépose qui est relativement simple, puis comme je vous l'ai expliqué, on est sur un profil en T de 45. Donc chaque élément, on a pu le voir à la dépose, est simplement posé
comme un faux plafond en fait, dans la gorge du thé. Participer à une telle restauration avec de multiples compétences à découvrir, c'est toujours un plaisir et des découvertes permanentes. On ne cherche pas à transformer des choses, on cherche plutôt à les révéler. C'est important de pouvoir permettre à ce monument de retrouver son éclat et d'être redécouvert dans ce quartier et dans son environnement.